Merci, professeur Marat Fatem Zahra. Merci à tous les organisateurs pour cette initiative. Merci, monsieur le doyen, merci, monsieur le directeur. Et je profite de l'occasion de la journée mondiale de l'infirmier pour remercier mes amis coéquipiers, les infirmiers et infirmières à qui je souhaite une bonne année pleine de bonheur et de santé pour leur sacrifice face à la lutte aussi contre le Covid-19. Et je vous dis que l'histoire n'oubliera jamais vos efforts louables. Donc, la modération sera faite avec mon collègue professeur Khalloq. Juste, donc, je vous signale un changement que au cours de cette deuxième session, il y aura l'ajout d'une quatrième communication, le rôle de l'infirmier de cardiologie, qui sera présenté par Madame Tahiri Nadia et professeur Reissouni Zineb. Donc, je donne la parole à professeur Khalloq. Mon ami, est-ce que vous m'entendez? Professeur Khalloq? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Il faut juste ajuster le son, Oustad. On vous entend très loin. Vous m'entendez? Hein? Oui, là, vous très bien. m'entendez? Très bien, oui, très bien. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir chers collègues, bonsoir monsieur le doyen et monsieur le directeur de CHU. Pour l'organisation de cette manifestation extraordinaire, donc voilà, on a pu contourner et pour pouvoir se réunir, même à distance. Donc là, c'est le génie humain. Et bien sûr, cette manifestation, c'est un geste envers un groupe de personnes qui travaillent dans la santé. Ce groupe, ce sont les infirmiers qui jouent un rôle très, très important. Et ça, moi, je ne vais pas trop tarder, mais j'ai un élément très important à dire parce que moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Et là, il y avait un jour, un 12 mai 1820, une personne qui était née, Florence Nightingale, qui est née en Italie, qui a fondé la profession infirmière. Il l'a fondée sur des bases scientifiques et il a fait table rase de tout ce qui existait avant dans cette profession. Et voilà, donc ça fait 200 ans maintenant. Et c'est un geste aussi envers ce personnel qui travaille jour et nuit pour améliorer et pour parvenir à donner le meilleur de ce qu'il peut à la population des soins. Donc, merci pour les organisateurs d'avoir pensé de réaliser une telle journée qui est je dirais, un geste vraiment louable. Et bien sûr, moi, je vais d'emblée passer donc, pour présenter le premier orateur de cette deuxième session. Le thème s'intitule, ou la présentation s'intitule « Infection Covid-19 et imagerie, fondation pour un service de radiologie et rôle du manipulateur ». C'est Madame Manouri Iman, technicien-chef de radiologie au service de radiologie de l'hôpital Mohamed VI. Donc, à vous la parole, madame. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Imen. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien, oui. Essayez de partager la présentation. Okay. Pardon. C'est bon? Juste en Bonsoir mode, tout le monde. Imen, s'il vous plaît, en mode écran, plein écran. Diaporama ou bien plein écran. Et évitez d'utiliser la souris, s'il vous plaît, ça abîme les diapos. Vous pouvez défiler juste par le clavier du PC, de l'ordinateur. Ok, merci. Merci. C'est bon? C'est pas plein écran. Il y a en haut et à gauche diaporama. Vous mettez mode diaporama. Je suis en diaporama. D'accord, donc ça marche pas. Est-ce que vous pouvez quitter et moi, essayez s'il vous plaît. Donc, vous quittez le partage, merci.
Voilà. العشاء ديال دابي Bonsoir. Bonsoir. Merci de quitter le partage, Madame Imen. Merci. Voilà. À vous la parole. Madame Imen, vous avez la présentation déjà partagée. À vous la parole. Est-ce que vous avez la présentation? Vous m'entendez? Madame Imen, il faut désactiver le micro et vous avez la présentation. D'accord, merci. Bonsoir. 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 Vous m'entendez? Oui, Oui, oui. c'est bon. Oui, Je pense que c'est pas la présentation que j'ai envoyée. J'aimerais bien avoir la deuxième présentation. Ben, vous La pouvez dernière. avancer. La dernière version. Est-ce qu'on peut passer à la deuxième présentation en attendant? Oui. Donc, en attendant, Vas-y, Serge, vas-y. voilà, en attendant, on va passer à la deuxième présentation intitulée Les principes de prise en charge d'un patient COVID-19 en réanimation, qui sera présentée par Madame Samira Tbour et avec professeur Labib Smaïl, donc du service de réanimation Mohamed VI. Donc, Madame Samira, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Donc, je ne sais pas, est-ce que… Samira? Oui, Madame Samira. Si tu as la présentation, professeur Mrat. Oui, oui, je l'ai, mais… Donc, il faut juste la contacter. Donc, Voilà la présentation. voilà. Voilà. Donc, Madame Samira, il faut juste commenter. Je ne sais pas, est-ce qu'elle est joignable? Oui. Donc, professeur Fatem Zara. Oui, oui. Je sais Il pas. n'est pas joignable. Est-ce qu'on peut… Est-ce qu'il y a Smaïn avec nous? Je sais pas. C'est votre mari. Donc, Oui, je suis avec vous, c'est Matik. Je suis avec vous. donc, je vois que Madame Samira, il est Je l'appelle, injoignable. je l'appelle tout de suite. Je l'appelle, je Voilà, reviens. sinon, c'est vous Sinon, qui il a faut passer à encadré. à l'autre Hein? présentation. Sinon, il faut passer à l'autre présentation pour ne pas perdre le temps, moi, je pense. Oui, oui, professeur Comme, Khalok. je ne sais pas qu'est-ce qu'il en pense, professeur Mrabat, mais Oui, oui, on peut passer. Oui. on peut passer à la troisième présentation. Oui. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher. C'est la gestion des voies aériennes chez un patient COVID-19. C'est mademoiselle El Mknissi Raja, infirmière anesthésiste à l'hôpital Mohamed VI. Alors, c'est madame El Mknissi Raja, donc infirmière anesthésiste à l'hôpital Mohamed VI. La présentation s'intitule Gestion des voies aériennes chez un patient COVID-19. Alors, Raja, Madame Raja. Madame Raja, vous êtes avec nous? Oui, je vois. Alors, voilà, donc, Madame Raja, on ne vous entend pas. Alors, il y a un problème de son.
Il y a Madame Tahiri qui est prête. Je pense, on passe à la quatrième présentation, complication, On passe à la dernière. à la dernière présentation, Oui. parce que je viens d'avoir un appel. Madame Tahiri, elle est prête. Oui, si elle est prête, on passe. Madame Tahiri, vous êtes avec nous? Oui, bonjour, bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, Oui, oui. ça va. Je partage votre présentation. Ah oui, vas-y, professeur. D'accord, merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Juste avant de commencer, juste une présentation. Madame Tahiri Nadia, qui est infirmière-chef cardiologie à l'hôpital Mohamed VI. Il va nous présenter le rôle de l'infirmier de cardiologie. À vous la parole, madame. Merci, professeur Mati. Bonsoir tout le monde. Mes chers collègues, mes chers amis, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de participer à la première journée de l'infirmier dans la région du Nord. Je félicite le comité d'organisation pour l'exceptionnel travail réalisé et je souhaite un très bon courage à mes collègues. Là, c'est moi qui j'ai un problème. Excusez-moi, ce n'est pas la deuxième session. Qu'est-ce que c'est? Je commence? Oui, en attendant le plein écran, s'il vous plaît. Oui. Donc, comme ça a été bien signalé par le professeur Naji au début, l'infection SARS-CoV-2 appelée COVID-19 a pris naissance à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Il est à l'origine de pneumonies potentiellement mortelles, déclarée pandémie par l'OMS le 11 mars 2020. C'est un virus de la famille des coronavirus qui ont causé l'épidémie de SRAS en 2002, syndrome respiratoire aigu sévère, et le MERS-CoV-2 en 2012, syndrome respiratoire de Moyen-Orient. Dernier bilan officiel font état de plus de 4,4 200 000 cas confirmés au monde, près de 290 000 décès. Donc, elle a la particularité d'être contagieux, contrairement à d'autres virus, se transmettant essentiellement par contact avec les gouttelettes d'une personne contaminée ou contact étroit avec une personne malade, contact des mains avec des surfaces ou objets infectés. Donc, par conséquent, les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale sont indispensables pour limiter la propagation de la maladie. Surtout que jusqu'à aujourd'hui, aucun traitement efficace n'a été prouvé contre ce coronavirus. Le ministère de la Santé publique, en concertation avec le comité scientifique et technique national de lutte contre le coronavirus, a adopté un protocole de traitement à base de chloroquine et de l'azithromycine dès le stade précoce de la maladie. La coprescription de ce traitement-là risque d'entraîner des effets secondaires essentiellement rythmiques, notamment l'allongement de l'espace cuté et troubles de rythme à l'étage ventriculaire, et nécessite une surveillance électrique rigoureuse qui va se faire soit par un ECG de surface ou dans des cas particuliers par un monitorage continu en réanimation. Donc, avant de passer à la réalisation de l'électrocardiogramme, un petit aperçu sur cet appareil, sur l'électrocardiographe. Donc, le premier ECG, bien sûr, elle a été découverte par William Einthoven en 1901, qui lui a valu, bien sûr, un prix Nobel en 1924 pour ses travaux. C'est un grand appareil, comme vous le voyez sur le schéma. Oui. Voilà. Oui, c'est transformé avec la technologie en un petit appareil, la taille d'un PC portable ou même d'une tablette, qu'on peut le porter même sur soi-même, comme l'Holter de 24 heures par exemple. Et donc, on passe à la réalisation de l'électrocardiogramme.
Donc, l'ECG se constitue de 12 dérivations qui vont être enregistrées, bien sûr l'activité électrique du cœur. Sur le plan frontal, les électrodes seront fixées bien sûr au niveau des extrémités des membres du patient. Et sur le plan horizontal, ce sont les dérivations précordiales qui vont être, bien sûr, les électrodes vont être fixées sur la poitrine, sur le thorax du patient. Et dans ce contexte de l'épidémie, il vaut mieux d'avoir des électrodes jetables, mais à défaut, la désinfection de ce matériel-là doit être fait systématiquement après chaque utilisation. Donc, on passe. Déjà dit, bien sûr, la désinfection à l'alcool ou au eau de javel après chaque utilisation. Passer. Lorsque l'influx, bien sûr, s'approche de l'électrode, on aura une onde positive. Et lorsque l'influx fuit l'électrode, on enregistre une onde négative. À la fin, on aura une succession de complexes, des ondes PQRST, comme vous voyez sur le diapo. On passe à notre diapo. Oui. Donc, le P, c'est la dépolarisation. Attends. L'autre diapo. Le P, c'est la dépolarisation auriculaire. Le complexe QRS, c'est la dépolarisation ventriculaire. Et le long de T, c'est la repolarisation ventriculaire. Il y a aussi des espaces comme l'intervalle PR, c'est le trajet du signal électrique à travers le nœud auriculo-ventriculaire, incluant l'onde P et le segment PR. On la mesure, sa durée. Oui. Ben, le complexe, oui. Le complexe QRS, c'est la dépolarisation, comme j'ai bien dit, ventriculaire. Elle dure au moins de 0,06 secondes à 0,10 secondes. Il n'est pas influencé par la fréquence cardiaque. Il y a le segment ST, elle est normale, elle est isoélectrique, c'est un temps de silence électrocardiographique. L'onde T, c'est la repolarisation ventriculaire, normale, pointue, asymétrique et onde dans la plupart des dérivations. Il y a l'intervalle QT. Qui regroupe le complexe QRS plus le segment T plus l'onde T. Donc, pour avoir un tracé de bonne qualité, il faut toujours vérifier la vitesse de déroulement qui est de 25 mm par seconde et donc l'amplitude qui est de 10 mm par un millivolt, pour un millivolt. Il faut vérifier que tout est négatif en AVR, sinon une erreur de placement des électrodes. Il faut que l'onde R pousse harmonieusement de V1 jusqu'à V6 et le CG doit toujours porter le nom du malade et la date. Cet examen doit être bien sûr réalisé avant l'administration du traitement à base d'hydrochloroquine et l'azithromycine. Comme on a déjà dit qu'elle a une certaine influence sur l'allongement de QT et entraîne des troubles de rythme à l'étage ventriculaire. Donc, le premier ECG doit être réalisé avant le traitement avec une surveillance bien sûr de la calémie parce que l'hypocalémie là aggrave les troubles de rythme et prendre les paramètres hémodynamiques, notamment la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Un deuxième ECG doit être réalisé à H4 de traitement et à G2, puis à la sortie, toujours en surveillant bien sûr la mesure de QT, la calémie et les paramètres hémodynamiques, tension artérielle et fréquence cardiaque toutes les 6 heures. Pour un QT qui est supérieur à 480 millisecondes, il faut chercher bien sûr un avis du spécialiste obligatoirement. Bon, c'est un schéma de surveillance cardiologique du traitement à l'hydrochloroquine COVID-19 qui a été réalisé par l'équipe de cardiologie de CHU de Tanger.
Elle a été validée au national et publiée dans une revue internationale indexée sur PubMed. Voilà, c'est un schéma très simplifié de la surveillance cardiologique du traitement COVID-19. Je vous remercie. Merci, Madame Taheri, pour cette excellente présentation. C'est pas Fatim Zahra, est-ce qu'on passe à d'autres Oui, présentations? oui, Est-ce qu'elles sont prêtes? on revient à la On première laisse présentation. la Il y a discussion à la fin. Madame Imen qui est prête. La première présentation de radiologie. Merci. Professeur Khalloq. Donc, en attendant, la première présentation, c'est les infections COVID-19 et imagerie, recommandations pour un service de radiologie et rôle du manipulateur qui sera présenté par Madame Manouri Imen. À vous la parole, Madame. Bonsoir à vous tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. J'aimerais bien partager avec vous notre expérience pendant cette épidémie, puisqu'on est, comme vous savez, au premier front avec tous nos collègues pour affronter cet invisible ennemi. Comme vous savez, notre expérience au service de radiologie à l'hôpital Mohamed VI nous a permis de tirer plusieurs recommandations. Au sein de notre service, on s'occupe en plus des autres patients de faire des scanners des patients suspects de pneumopathie COVID ou bien déclarés positifs. Depuis le début de la pandémie, on a fait presque 250 scanners thoraciques, bien sûr en collaboration avec l'équipe de triage de COVID-19 de l'hôpital Mohamed V, les services d'hospitalisation au niveau des hôpitaux de Ductovar et hôpital Kortobi, et les équipes au niveau des structures accueillant les patients COVID positifs stables, et bien sûr notre cher collaborateur, le service de réanimation au sein de l'hôpital Mohamed VI. Nos patients sont ramenés par l'équipe SAMU de ces différentes structures suscitées et en fonction bien sûr des résultats du scanner et leur état clinique, la décision d'admission en réanimation de l'hôpital Mohamed VI est prise. Sur la page, cette page, on a des images scanographiques des lésions spécifiques COVID+, réalisées au sein de notre service. Comme j'ai dit, pendant notre expérience, on a pu bien tirer des recommandations pour un service de radiologie. Ces recommandations nous ont permis de mettre en place de bonnes pratiques. Ces recommandations ont comme objectifs principaux, en premier lieu, de protéger les soignants afin d'éliminer toute surexposition qui peut entraver la continuité des soins, de protéger les patients vulnérables tels que les immunodéprimés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les nouveau-nés, bien sûr de protéger les patients souffrant d'autres pathologies et qui doivent pouvoir bénéficier de leurs soins courants. Et le plus important objectif, c'est d'assurer la continuité des soins. On va faire un petit rappel des modes de contamination. Comme vous savez bien sûr, le premier mode de contamination, c'est la projection de gouttelettes nasopharyngées. Et puis, la contamination peut aussi se faire par les mains souillées qui vont apporter le virus sur les muqueuses du visage, bien sûr le nez, la bouche et probablement les conjonctives. Il y a aussi plusieurs moyens de protection possibles. Par exemple, le masque chirurgical qui aide à limiter la diffusion des gouttelettes à partir soit du soignant ou du patient.
Elle est à renouveler toutes les 4 heures. Il y a le masque FFP2, Filtering Face Space. Elle est très bien pour se protéger, mais elle est très difficile à mettre en place et à supporter pour une longue durée. Il y a aussi les frictions des mains par une solution hydroalcoolique et bien sûr les lunettes de protection qui nous permettent de protéger les conjonctives. Au sein d'un service de radiologie, quelles sont les précautions à prendre pour un personnel en période d'épidémie pour des patients non Covid? Bien sûr, il faut travailler avec un masque de soins en port continu et tout de même bien appliquer les consignes habituelles. Il ne faut pas porter les mains à son visage en cours d'examen. Il faut prévoir un nettoyage des appareils par une solution à la lingette et par une solution diluée à base de chlore ou au minimum à base d'ammonium quaternary. Il faut porter toujours des gants, surtout s'il y a contact avec des liquides biologiques ou bien s'il y a présence de lésions cutanées. Il faut se laver les mains ou les frictionner avec une solution hydroalcoolique. Et il faut prévoir, bien sûr, un bio-nettoyage des salles d'attente, des poignées de porte en fin de programme. Au sein de notre service, on passe soit des maladies qui sont des patients qui sont suspects Covid positifs, qui parviennent de l'hôpital Mohamed V, ou bien des patients qui sont Covid plus positifs confirmés. Les recommandations pour la procédure patient suspect Covid positif doit être supervisée par un cadre ou un médecin référent. L'équipe radiologique doit être prévenue entre 20 et 30 minutes avant l'arrivée du patient, surtout pour avoir un temps suffisant pour s'habiller et pour préparer la salle. Un examen hors urgence vitale, notamment un scanner, doit être programmé en tenant compte du programme existant, de préférence fin de programme, bien sûr pour faciliter le nettoyage de la salle. Le patient ne doit en aucun cas transiter par la salle d'attente ni y patienter. Il faut s'assurer, bien sûr, que l'accès à la salle d'examen soit libre lors de l'arrivée du patient. Il doit porter obligatoirement un masque chirurgical et il doit quitter la structure d'imagerie dès que l'examen termine. Pas d'attente de compte rendu sur place et il faut prévoir une bonne coordination du transport. Il faut bien sûr prévoir au minimum 2 manipulateurs pour gérer le patient, un dédié à la salle dans laquelle se trouve le patient, un autre dans la salle de commande qui doit être isolée de la salle d'examen. Et il faut prévoir un kit d'habillage médical en cas d'urgence. Notre service assure 2 disciplines, la scanographie et la radio mobile. Pour la scanographie, les recommandations pour les médecins et les manipulateurs sont comme suit. Il faut anticiper la préparation de la salle d'examen, préparer l'injecteur, remplir la seringue automatique par le produit de contraste, supprimer tout élément inutile dans la salle. Il faut bien préparer à l'avance le matériel, ça veut dire l'appareillage, la table, de sorte à réaliser l'examen dans les plus courts délais. 2 manipulateurs, comme j'ai dit, sont à prévoir, un à la console d'acquisition et l'autre à la salle d'examen pendant toute la durée de la prise en charge. Il faut toujours frictionner les mains avec un produit hydroalcoolique. Il faut mettre un masque FFP2. Si nécessité d'installer le patient sur la table d'examen et ou de le perfuser, bien sûr, il faut mettre une surblouse à usage unique à manches longues, une charlotte couvrant la chevelure, des gants à usage unique, idéalement des lunettes protectrices réutilisables après désinfection. Et il ne faut surtout pas répondre au téléphone pendant la procédure. Ces équipements de protection seront éliminés en déchets d'activité de soins à risque infectieux dès la sortie de la salle ou de la chambre.
il faut bien sûr prévoir un bio-nettoyage qui doit être ensuite réalisé selon les recommandations des services d'hygiène avec une stratégie active sur les virus selon les normes. Et surtout, respecter le temps suffisant pour qu'il soit efficace. Maintenant, la deuxième discipline, c'est la radiographie au lit. Exemple de procédure, avant d'entrer à la salle, il faut bien emballer la cassette avec 2 sachets en 15 sens. L'ouverture du premier sachet doit être dans un sens, celle du second dans le sens opposé. Il faut positionner une charlotte de protection plastifiée sur le tube, positionner une protection pour la poire de déclenchement et avoir à disposition une solution hydroalcoolique. En entrant dans la chambre, il faut veiller à bien refermer la porte. Après la réalisation du cliché, on doit préparer la sortie dans la chambre. Le manipulateur A enlève la charlotte de protection, replie le tube et jette la protection dans des conteneurs d'acier en chambre. Elle retire le premier emballage de la cassette et la donne encore emballée par le deuxième sachet au manipulateur B. Le manipulateur B dépose la cassette dans le bac de l'appareil de radiographie et il jette l'emballage dans le conteneur de déchets d'activité de soins à risque infectieux de la chambre. En binôme, les manipulateurs retirent leur surblouse. À ce stade, ils portent toujours leur charlotte et leur masque FFP2. Il faut, comme j'ai dit, strictement ne pas répondre au téléphone pendant la procédure. Après la sortie de la chambre, il faut faire sortir l'appareil de radiographie de la chambre vers le couloir dans une zone qui a été préparée à cet effet. Il faut retirer les surblouses, frictionner les mains avec une solution hydroalcoolique, retirer les lunettes, les charlottes et les masques par les élastiques. Enfin, retirer les gants et frictionner encore une fois les mains par une solution hydroalcoolique. Bon, d'autres recommandations qu'on peut faire pour les patients. Les patients doivent toujours arriver au service avec un masque chirurgical et une voie veineuse avec une intranule de 20 G posée préalablement à son arrivée en imagerie, surtout lorsque une injection de produits de contraste est possible. Il faut toujours frictionner les mains avec une solution hydroalcoolique et pas d'accompagnement autorisé. D'autres recommandations pour les tenues de travail. Quelle tenue on peut porter? Elle est bien recommandé de porter une tenue de travail et de se changer en arrivant et en partant du lieu de travail. Il est également recommandé que cette tenue soit mise au salle chaque soir, en dehors du soin aux patients, lors des déplacements dans les structures de soins. S'il n'est pas possible, bien sûr, de porter une tenue médicale intégrale, pantalon et chemise à manches courtes, le port d'une blouse est recommandé. Les blouses à manches courtes sont bien à privilégier parce qu'ils facilitent le lavage des mains poignets inclus. D'autres recommandations pour l'appareillage, surtout que l'utilisation des claviers et les souris d'ordinateur sont à risque. Alors, la décontamination d'un clavier et d'une souris sont difficiles. L'utilisation d'une lingette désinfectante virucide est recommandée en suivant les préconisations pour son usage, en particulier le temps de contact. Dans tous les cas, il est recommandé de se frictionner les mains avec des solutions hydroalcooliques avant et après l'utilisation d'un poste. En cas de contact rapproché sans équipement de protection ni précaution avec un cas confirmé COVID-19 positif, quelle est la conduite à tenir? Avant l'apparition des symptômes, il faut surveiller la température 2 fois par jour et l'apparition des symptômes. Mettre un masque chirurgical en continu sur le lieu de travail
et toujours frictionner les mains avec une solution hydroalcoolique d'une façon rigoureuse et répétée. Si apparition de fièvre ou de symptômes, il faut porter un masque de soins en continu, même en dehors du travail. Il faut arrêter strictement le travail et consulter avec un référent immédiatement. Merci. Merci à vous. Merci Madame Manouri Iman pour cette présentation. C'est une présentation très bien faite et vous traitez là un domaine très important de la pratique médicale, c'est la radiologie, parce que la radiologie, tout le monde a besoin de la radiologie. Donc, bien sûr, il faut se protéger le personnel et protéger les malades aussi, les malades qui ne sont pas infectés. Donc, voilà, donc je laisse mon ami collègue Olmati de présenter, bien sûr, de continuer à la modération en faisant appel à la présentation, à la personne qui va présenter la présentation suivante. Donc, c'est les principes de prise en charge d'un patient Covid-19 en réanimation, j'imagine, non? Oui, c'est ça, c'est Madame Samira. Donc, Madame Samira Tebour, qui est infirmière polyvalente au service de réanimation de l'hôpital Mohamed VI. Est-ce qu'elle est prête? Donc, elle peut commencer. Normalement, oui. Samira, à vous la parole. Donc, Madame Samira, donc, il va nous présenter les principes de prise en charge d'un patient COVID-19 en réanimation. Donc, il va nous parler de l'expérience. Donc, je ne sais pas si c'est joignable, Madame Zara. Normalement, oui. Elle vient de m'appeler pour me dire qu'elle est prête, mais là, je vois peut-être ils ont un problème de connexion, c'est ça. Madame Samira? Oui. Madame Samira, est-ce que Madame Raja, Madame Raja El-Meknissi? Oui, je suis présente. Bonsoir. Madame Raja? Oui, bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir, bonsoir. Vous voulez que je partage votre présentation ou vous la partagez vous-même? Oui, je vais essayer de la partager moi-même. D'accord, merci. Merci. Donc, Madame Raja Meknissi, qui est une infirmière anesthésiste au service de réanimation de l'hôpital Mohamed VI. Donc, si vous commencez, Madame. D'accord, c'est bon? Alors. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, oui. C'est bon. C'est bon. D'accord. Oui. La finalité de tout soin est de maintenir la vie, non pas n'importe comment, mais avec qualité. Et c'est bien pour accomplir cette mission humanitaire que nous sommes élus en tant qu'infirmiers, dont je suis fière. Donc, je suis infirmière en anesthésie-réanimation au sein de la réanimation COVID-19 à l'hôpital Mohamed VI de Tanger. Je m'enchante de partager avec mes confrères et consoeurs mon expérience dans les services de soins intensifs dédiés à la prise en charge des patients testés positifs par le SARS-CoV-2 nécessitant une réanimation. Mais avant de me mettre dans le feu d'action, je ne rate pas ce jour spécial pour féliciter tous les infirmiers et les infirmières du monde à l'occasion de leur journée internationale, particulièrement ceux marocains qui risquent perpétuellement et inconditionnellement leur vie afin de sauver celle des autres, malgré les conditions qui sont parfois onéreuses. Chers collègues, à l'instar des années précédentes, nous célébrons encore une fois cette année notre journée mondiale, certes différemment, à distance, confinés, chamboulés, stressés, mais avec un surdosage de dévouement et de sacrifice. En bref, et anatomiquement parlant, vous êtes la colonne vertébrale du système national de notre chère patrie. En guise de contribution à cet excellent événement, ma présentation portera sur la prise en charge des voies aériennes chez un patient COVID-19. Nous allons rappeler les particularités des procédures d'intubation
et d'oxygénation chez un patient en isolement. Le patient doit être en isolement air et contact. Si le patient présente une détresse respiratoire secondaire à une infection possible ou confirmée au nouveau coronavirus SARS-CoV-2, la prise en charge doit avoir lieu au mieux dans une chambre à pression négative ou à défaut avec une ventilation suffisante. La porte de la chambre doit être maintenue fermée et surtout ne pas utiliser la climatisation. La prise en charge symptomatique de la défaillance respiratoire chez ce type de patient poursuit un double objectif: délivrer les meilleurs soins aux patients tout en protégeant le personnel soignant du risque de contamination. La tenue vestimentaire portée est bien importante. Le personnel soignant doit porter une combinaison, des lunettes de protection, des gants, des bottes de protection des pieds et des surchaussures. Juste une précision importante à signaler, les deux personnes présentes dans cette présentation ne sont pas habillées correctement. C'est juste pour la démonstration. Il faut préparer tout le matériel nécessaire avant de rentrer à la salle, à savoir le matériel d'intubation, un masque facial transparent, un laryngoscope, des sondes d'intubation, des sondes d'aspiration avec les raccords, des guides d'intubation, notamment le guide d'Eichmann, la fixation de la sonde d'intubation et, si possible, un système clos à installer juste après l'intubation. Et bien sûr, préparer tous les médicaments nécessaires pour l'anesthésie et la réanimation. Pour l'humidification des gaz, préférez les filtres échangeurs de chaleur et d'humidité à l'humidificateur chauffant. Alors, on met deux filtres antibactériens hydrophobes, un entre la sonde d'intubation et la pièce en Y du respirateur, le deuxième entre la partie expiratoire du circuit et la valve expiratoire. L'intubation doit être réalisée par un praticien expérimenté. Il faut également diminuer le nombre du personnel soignant dans la chambre. L'objectif est de minimiser le risque de contamination. Selon les données actuellement disponibles, il n'est pas recommandé d'utiliser les lunettes à oxygène car ils favorisent l'aérosolisation et la dispersion des particules virales dans l'environnement, mais plutôt d'utiliser un masque facial avec réservoir tout en limitant au maximum le volume d'oxygène délivré. Concernant la préoxygénation, si le patient est très hypoxémique, il peut être bénéfique de sécuriser la procédure par la ventilation non invasive. Si c'est le cas, il faut suivre certaines précautions car la VNI expose à un risque plus élevé de contamination. D'abord, il faut bien appliquer le masque, le raccorder au circuit du ventilateur. Ensuite, démarrer la ventilation. Le respirateur est réglé de la manière suivante. La FiO2 est à 100%. Les pressions d'insufflation sont modérées afin d'éviter le risque de fuite. On peut proposer par exemple une PEP de 0 à 5 et une aide inspiratoire de 8 à 10 cm d'H2O. Il faut éviter la ventilation au ballon, sauf si le patient désature au cours d'une intubation difficile. L'induction doit être réalisée à séquence rapide avec une curarisation profonde afin d'éviter un éventuel effort de taux qui favorise la dispersion des particules virales et augmente le risque de contamination de l'opérateur. Une fois l'induction réalisée, il faut encore une fois faire attention à l'ordre avec lequel on fait les choses. D'abord, arrêter la ventilation et attendre l'annulation des débuts sur les courbes du respirateur, puis enlever le masque. Et pour l'intubation, il est intéressant d'utiliser un vidéolaryngoscope afin de ne pas trop rapprocher des voies aériennes du patient. À défaut, on peut utiliser un laryngoscope à usage unique ou bien un laryngoscope standard avec une lame métallique. Une fois le patient intubé, il faut d'abord gonfler le ballonnet, brancher le malade, puis démarrer la ventilation.
La vérification de la bonne position de la sonde d'intubation se fait par la capnographie. Sinon, on se base sur le degré de soulèvement des deux émissions thoraciques et sur l'aspect des courbes au niveau du respirateur. En cas d'intubation par un laryngoscope standard, il est proposé de monter la sonde d'intubation sur un guide d'Eshman. Ceci va permettre à l'opérateur d'accéder à la glotte tout en restant éloigné de la tête du patient. Pour la procédure d'aspiration et de prélèvement bronchique, idéalement, il est préférable d'utiliser un système d'aspiration clos. À défaut, on peut utiliser un système d'aspiration standard. Avant de débrancher le circuit pour aspiration, il faut d'abord oxygéner le malade par une FiO2 à 100% pendant 1 à 2 minutes, arrêter la ventilation jusqu'à l'annulation des débits sur le respirateur, débrancher le malade, puis introduire la sonde d'aspiration jusqu'au bout distal de la sonde d'intubation, tout en gardant le tuyau d'aspiration clampé. L'aspiration se fait en sortant de la sonde d'intubation. Ce qui est très important à rappeler, c'est l'ordre qu'on suit pour brancher ou débrancher le malade. D'abord, arrêter la ventilation, ensuite débrancher le malade, puis rétablir la connexion avant de redémarrer la ventilation. Ainsi s'achève ma partie. Je tiens à remercier toute l'équipe qui a veillé sur la réalisation de ce travail et je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame, pour cette excellente présentation pratique. Donc, je vois que, professeur Mrat, il nous reste une communication. Oui, excellent. Si oui, il y a Madame Samira. Madame Samira est de retour. Oui, donc Madame Samira, qui est une infirmière polyvalente au service de réanimation de l'hôpital Mohamed. Donc, s'il est prête, il peut commencer. Oui. Merci de respecter le. Oui. Oui. C'est bon, Madame Samira? Vous avez la présentation partagée. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, oui. Bon Bonsoir courage. à tous. Merci. Je me présente, Samira Tabour. Je suis infirmière anesthésiste à l'hôpital Mohamed VI, dans le service Réa Covid-19. C'est un immense plaisir d'être parmi vous et d'avoir le privilège de participer à cet honorable événement. Tout d'abord, j'aimerais féliciter tout le corps infirmier à l'occasion de la Journée internationale de l'infirmier. Je tiens à rendre hommage à mes collègues, toutes spécialités confondues, qui travaillent sans cesse pour assurer les soins nécessaires tout en faisant preuve d'un remarquable humanisme, citoyenneté et professionnalisme. Je vais essayer de discuter le rôle que joue l'infirmier dans la prise en charge des malades atteints par le coronavirus SARS-CoV-2. C'est une atteinte respiratoire de gravité variable avec réaction inflammatoire diffuse et une défaillance multiviscérale, ce qui engendre une charge de travail face à des contraintes liées aux ressources humaines et aux particularités de la pathologie. L'évolution. Alors, l'évolution, elle se fait en 3 phases. Une phase infectieuse précoce où le patient peut présenter des signes comme toux, myalgie, fièvre, comme il peut être asymptomatique mais reste tout de même contagieux. La deuxième phase, c'est la phase pulmonaire. Lors de la prolifération du virus, on a une vasodilatation et une augmentation de la perméabilité endothéliale qui va causer une aggravation des lésions pulmonaires, entraînant ainsi une hypoxémie sévère. La troisième phase, c'est la phase inflammatoire exagérée où on a une inflammation diffuse. Pour les conséquences, l'atteinte COVID-19 peut se compliquer par un SDRA, un dysfonctionnement ventriculaire gauche, lésion myocardique, insuffisance respiratoire, insuffisance rénale. Bref, le malade atteint de COVID-19 en réa est un malade hypoxique, instable sur le plan hémodynamique, en insuffisance respiratoire et rénale. La prise en charge en réanimation.
Alors, est-ce qu'on peut admettre tout malade en service de réanimation? Bien sûr que non. Les critères d'admission en réanimation sont basés sur des recommandations préétablies à l'échelle nationale, mais la prise de décision est basée essentiellement sur la clinique, à savoir troubles neurologiques, les signes d'instabilité hémodynamique qui sont la polypnée, une fréquence respiratoire qui est supérieure à 30 cycles par minute, une PAS inférieure à 90 mm mercure et une fréquence cardiaque supérieure à 120 battements par minute et une hypoxémie inférieure à 92 sous 4 litres d'oxygène. Comme il existe d'autres recommandations à l'échelle internationale. Alors, pour les facteurs de risque de gravité, on trouve l'âge supérieur à 60 ans, hommes avec pathologie respiratoire, diabète, hépatopathie, néphropathie, cancer, greffe et transplantation. Donc, tout sujet immunodéprimé est un sujet à risque de gravité. Alors, pour la prise en charge thérapeutique, une fois en réanimation, 3 axes vont guider la prise en charge thérapeutique. Premièrement, la surveillance continue par un bon monitorage, une nutrition adéquate, un équilibre hydroélectrolytique et une oxygénothérapie adaptée. Le deuxième volet, il consiste en un traitement médicamenteux. On a déjà des recommandations nationales basées sur la chloroquine, l'azithromycine, l'antibiothérapie et la corticothérapie sont souvent nécessaires. Pour le troisième volet, c'est l'oxygénothérapie et support ventilatoire et circulatoire pour pallier la déficience des organes touchés. Alors, concernant la réanimation respiratoire, les procédures d'oxygénothérapie diffèrent selon l'état respiratoire du malade et son degré d'hypoxie. Les lunettes ne sont pas adaptées au contexte Covid parce qu'on a une FiO2 qui est basse, un risque de contamination et une hypoxie qui est profonde. On peut aussi avoir recours à un masque à haute concentration. La FiO2, en pratique, la VNI chez ces patients, soit par masque conventionnel de VNI, Decathlon, ou par le masque Helmet. Alors, l'intubation est le dernier recours, bien sûr, mais une fois le malade qui est intubé, la stratégie ventilatoire repose sur la ventilation, une ventilation protectrice dans les réglages sont les suivants, une PEP, bien sûr, une FiO2, qui seront titrées en fonction de la saturation. Alors, à côté de la ventilation, certaines mesures peuvent être pratiquées pour faciliter l'oxygénation, notamment la curarisation et le décubitus ventral. Cela nécessite une surveillance rapprochée pour éviter les complications lors de l'installation de position et certaines complications comme le débranchement et l'extubation accidentelle. Ainsi que le retentissement, bien sûr, du décubitus, le retentissement hémodynamique des changements de position. Alors, quand l'hypoxémie est sévère, on peut poser une ECMO, oxygénation par membrane extracorporelle, qui offre une assistance à la fois cardiaque et respiratoire, assurant ainsi un échange gazeux efficace. Dans notre contexte, la Reha Mohamed VI, on ne dispose pas d'un appareil d'ECMO. Alors, la réanimation hémodynamique, en général, elle est guidée par un monitorage clinique, fréquence cardiaque, pression artérielle, PVC, diurèse, et paraclinique, notamment l'écho-cœur. Il faudra assurer l'apport adéquat en fonction de la ration de base, mais essentiellement en fonction du monitorage pour lutter contre l'hypovolémie. Des fois, on est ramené à utiliser des vasopresseurs pour optimiser l'état hémodynamique chez les malades instables. Et pour traiter et guetter l'insuffisance rénale, bien sûr, et l'hémofiltration, qui constitue une charge de travail pour toute l'équipe.
Il faudrait toutefois penser au diagnostic de la myocardite qui aggrave encore plus cette défaillance hémodynamique. Pour les autres atteintes, il faut savoir, dans le contexte Covid, les maladies vasculaires sont fréquentes, notamment l'embolie pulmonaire. Au service Réa Hôpital Mohamed VI, tous les malades sont mis sous héparinothérapie dose curative pour prévenir les maladies thromboemboliques. Et bien sûr, il faut prévenir les surinfections bactériennes par une antibiothérapie adaptée. Le rôle infirmier. Alors, l'infirmier, il joue un rôle primordial dans la prise en charge des patients COVID-19 en réanimation. Il assure plusieurs tâches, à savoir voie veineuse périphérique, sonde gastrique, sonde urinaire, monitoring, le nursing, une surveillance hémodynamique, respiratoire et neurologique, ainsi que les prélèvements sanguins, l'ECG, etc. Également, il contribue à la réalisation de certains actes médicaux tels que l'intubation, voie veineuse centrale. Pour aussi les déplacements, au sein de l'hôpital Mohamed VI, on assure le déplacement des malades intubés, ventilés, vers d'autres services, à savoir le service de radiologie pour effectuer notamment des scanners ou service pour faire des séances d'hémodialyse. La charge de travail. Le personnel soignant fait face à de multiples contraintes rendant la prise en charge lourde et complexe, à savoir les mesures d'hygiène, d'isolement respiratoire et de contact. Néanmoins, sa sécurité reste prioritaire. Alors, pour conclure, la prise en charge des patients COVID-19 est très lourde. L'évolution de la compréhension de cette maladie nous a aidé à améliorer notre prise en charge. Donc, l'élément clé de la prise en charge en réanimation est le travail d'équipe qui se base sur la discussion, la répartition de tâches, de soins et de faire un débriefing à la sortie de la zone salle afin d'améliorer la prise en charge de ces patients et de protéger au maximum notre personnel soignant. Je vous remercie. Merci, Madame, pour cette excellente présentation donc, qui a mis le point sur le volet pratique quotidien. Donc, c'était clair. Je ne sais pas, professeur Khloq, est-ce qu'il est avec moi? Professeur Khloq? Sinon, Fatim Zahra, est-ce qu'on a droit dans... Oui, je suis là, c'est bon. En tout cas, s'il y a des questions, il faut les... Maximum voilà. 2 questions, s'il vous plaît, parce qu'on est en retard. Maximum 2 questions pour la discussion. Oui, d'accord. En tout cas, je ne vois pas de questions. S'il y a des questions... C'est la dernière que je viens de voir. Effectivement, pour la dernière présentation, vous parlez pour les sujets à risque. Vous parlez, donc, évidemment, pour les diabétiques, les asthmatiques, c'est ça? C'est ça, Madame Samira? C'est pas Madame Samira, donc c'est clair. Oui, effectivement, les patients asthmatiques et diabétiques, ils sont beaucoup plus à risque de développer des problèmes et d'être des sujets. Ils sont déjà des sujets à risque, donc ils s'aggravent. Et souvent, les malades qui sont intubés, ventilés ou les malades, ce sont des malades tarés, surtout les diabétiques et les asthmatiques surtout. Vous les tabagiques aussi, les tabagiques. Voilà. Oui. Les tabagiques. Je pose la question sur les tabagiques. Ah, les tabagiques. Oui, les patients tabagiques. Est-ce qu'ils ont un risque, je dirais, plus élevé par rapport aux patients qui ne le sont pas? Bien sûr, ils sont des sujets vulnérables et ils présentent déjà, ils sont toujours encombrés, un état pulmonaire qui est précaire, donc ils développent rapidement des complications avec ce qu'on a vu pour les malades qui sont tabagiques. On n'a pas vu beaucoup de malades tabagiques, mais vraiment, on a vu des malades qui sont diabétiques qui se sont compliqués rapidement. Est-ce que je peux intervenir? Oui, bien sûr, Voilà. Alors, c'était une pertinente question que vous avez posée, M. Khloq. Alors, concernant les tabagiques,
Ouais. Alors, toutes les études ont prouvé que le tabac protège contre les complications de Covid. Effectivement, un patient tabagique qui n'a pas un BPCO, un bronchopneumatique chronique obstructif évolué, il évolue mieux par rapport à nos tabagiques. Ça a été confirmé sur plusieurs études. Par contre, les diabétiques et les hypertendus se compliquent rapidement parce qu'on estime que la maladie Covid-19, c'est une maladie vasculaire. Alors, il touche les vaisseaux, et puisque les diabétiques et les hypertendus ont une vascularité, c'est-à-dire une vascularité généralement, une atteinte vasculaire suite à une maladie dégénérative qu'ils présentent, alors ça, c'est un terrain favorisant pour se compliquer avec le SARS-CoV-2. Et ça, on l'a remarqué d'une manière considérable dans notre pratique quotidienne au milieu de réanimation Covid-19 à Mohamed VI. Et on voit quand même, mais c'est les diabétiques qui sont bien jugulés, c'est les hypertendus qui sont bien jugulés, on fait moins de complications par rapport aux diabétiques et les hypertendus qui sont pas bien jugulés, qui ne sont pas bien suivis sur leur traitement. Par contre, les cardiaques, les néphropathies, etc., évoluent bien par rapport aux autres, mais il faut dire que le Covid-19 touche les jeunes, touche les vieux, les personnes âgées, les cardiopathes, les néphropathes, etc. Mais on voit souvent qu'il y a des jeunes aussi qui se compliquent, malgré qu'ils n'ont aucune tare chez ces patients. Alors, c'est un mystère, c'est un cas par cas, donc on ne peut pas conclure à une conclusion définitive. On peut dire que pour la réanimation du Covid-19, on traite pour le moment les malades graves, que ce soit jeunes, que ce soit vieux, que ce soit diabétique ou hypertendus, que ce soit sans tare, en tout cas, on ne comprend pas bien la physiopathologie de Covid-19. En tout cas, on attend un peu des études les essais cliniques que vont faire après pour savoir est-ce qu'il y a des terrains qui sont favorisés à des complications ou pas. Et merci beaucoup. Merci, cher professeur, pour ces éclaircissements qui étaient très pertinents. Donc, on vous remercie infiniment. Tu as quelque chose à rajouter, Siab? Là, juste, on remercie Ismaël. Jusqu'au jour, je crois, aucun enfant n'a été admis au service de réanimation, c'est ça? Ouais, heureusement, aucun enfant, mais quand même, actuellement, au service de RIA, on a un jeune de 26 ans qui fait une myocardite sévère. Il est sous forte dose de drogue et à Tanger, on a remarqué que la pathologie Covid-19 touche les sujets jeunes et s'aggrave plus que d'autres villes, par rapport à d'autres villes. Alors là, on n'arrive pas à expliquer ce phénomène qu'on est en train de voir à Tanger. En tout cas, on n'a pas d'enfants, mais quand même, on a des sujets jeunes actuellement au service de RIA. Et on a perdu 38 ans, 42 ans, 44 ans. Quand même, il y a une situation qui déprimante un peu. Mais je vous assure aussi que la mortalité reste toujours basse. Les admissions restent toujours plus basses par rapport au nombre hospitalisé en la région de Tanger, le Hussima et Tétouan. Merci beaucoup. Merci, professeur Khallouk. Je vois que Fatima Zahra est pressé. Oui, d'accord. Merci Fatima Zahra pour l'organisation. Merci tout le monde. Je vous souhaite une bonne continuation pour le reste du programme. Voilà. Merci à tout le monde. Merci, cher professeur, pour la modération. Merci aux orateurs pour la qualité de présentation. On passe à la dernière session. Merci de patienter. On a une excellente présentation à la fin. C'est la présentation de professeur Amouri, comment gérer le stress et comment faire face à la charge de travail dont Madame Samira a parlé. Mais avant de lui donner la parole, donc il y a la troisième session. On va discuter la particularité de certains patients. Si on a tous peur d'attraper une maladie qui est la maladie Covid-19, eux, ils souffrent déjà d'une autre maladie grave qui est le cancer. Donc, comment on peut les protéger d'une deuxième maladie grave qui est le Covid-19? Donc, je donne la parole à mes chers professeurs, les modérateurs, professeur Eid Lelim et professeur Ihsan Mellouki pour modérer cette dernière session. Merci.